Encore un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver et de vous savoir nombreux à ce grand rendez-vous. Bonsoir, nous embarquons à nouveau pour de belles aventures. Bienvenue au Bénin. Paysages verdoyants, relief multiforme, faune et parcs naturels, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Et voilà, notre aventure de ce soir marquera sa première escale dans le monde agricole où Marcel Betoro et son invité nous parleront des opportunités qu'offre l'agriculture intégrée, ses avantages et comment s'y prendre pour en bénéficier. Ensuite, Autant savoir nous permettra de lever un coin de voile sur l'expert comptable. De quelle utilité est-il pour une entreprise? Comment devenir expert comptable? Autant le savoir aussi, surtout pour les jeunes bacheliers. Notre expert de ce soir est scout. Il nous entretiendra sur le scoutisme béninois et son engagement pour les objectifs du développement durable, ODD. Que font-ils? Nous en saurons un peu plus. Avant de parler de la grippe chez l'enfant, c'est le sujet qu'aborde Nature et Bien-être ce soir. Une affection dont souffrent beaucoup d'enfants ces derniers jours. Est-il possible de la prévenir? Si oui, comment? Yasmine Damata sera là. Nous ferons aussi une escale à la rédaction de BB24 pour y suivre le journal qui sera présenté ce soir par Nadège Omaladessani. Bonsoir Nadège. Bonsoir Roch Aurélien, accueille-nous. C'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau du Grand Rendez-vous. Alors, peut-on déjà avoir une idée du menu de votre journal de ce soir? Merci à vous, Roch. Vous l'avez certainement appris, ce drame survenu ce lundi sur le lac Aémé. Les 17 passagers ayant embarqué de la rive de Beaupas-Centre pour Arango ne sont pas arrivés à destination. Vous suivrez le reportage de notre équipe régionale Mono Koufo. La césarienne est avant tout une intervention chirurgicale. Dans quel cas la césarienne peut-elle être pratiquée? Restez avec nous pour le savoir. Ce sera à 19h45. Et pour finir, un spécialiste en gestion des industries culturelles nous parlera de la politique culturelle. C'est un nouveau concept qui nous aidera à mieux comprendre. Absolument. Merci à vous, Nadège Sani. Le rendez-vous est donc pris pour 19h45. Et puis, la première escale de ce soir, je vous le disais à l'entame de cette émission, ce sera le monde agricole. Nous sommes au champ, nous sommes dans notre ferme où on nous recommande de faire l'agriculture intégrée parce qu'elle offre des avantages, des opportunités également. Eh bien, je vous invite de suivre ce reportage avant de recevoir notre invité. Le principe de l'agriculture intégrée fait appel à des pratiques agricoles menant à des aliments de qualité.
Une technique qui utilise des moyens naturels et des mécanismes régulateurs proches de ceux qui existent dans la nature pour remplacer les apports coûteux et pour assurer une agriculture visant le développement durable. Cette technique s'illustre bien dans cette exploitation où plusieurs activités agricoles sont menées. Le promoteur a fait l'option d'une production diversifiée, un choix qu'il justifie. C'est des activités qui sont traditionnellement menées de façon séparée. Où je suis pisciculteur, je suis cuniculteur, où je suis éleveur des pondeuses et tout. Et moi, j'ai choisi de les mettre ensemble pour profiter de l'effet de synergie et du recyclage qui sont un antidote intéressant contre la pollution. Aucune activité n'est isolée dans cette ferme. Les différentes spéculations produites sont liées. L'eau des barques sert d'apport extérieur pour fertiliser le sol. Le technicien en génie civil s'est également engagé dans l'élevage des poules pondeuses. Le copeau de bois étalé dans le poulailler pour les pondeuses, après quelques semaines, avec la digestion des poules, le copeau se dégrade, il faut le renouveler. Et lorsque je le renouvelle, ce copeau de bois devient de l'engrais organique que j'utilise au jardin. Donc ça m'évite la sortie. Alors ce copeau n'est pas encore complètement dégradé. Donc, il n'est pas encore très riche, donc ce n'est pas la peine de renouveler. Donc j'utilise donc cet engrais organique au maraîchage. De cette façon, la production des œufs de table soutient, donc les pondeuses soutiennent le maraîchage. L'installation d'une telle exploitation agricole permettra aux producteurs de tirer le meilleur de leur activité. Mais reste qu'ils disposent de terres, une véritable problématique à régler au Bénin. Voilà, donc merci à vous, Koudous Abdoulaye, pour ce reportage. Nous avons déjà notre invité sur ce plateau, Madame Torinlo PJ, bonsoir. Vous êtes agroéconomiste. Nous sommes sur ce plateau pour parler justement de l'agriculture intégrée, de voir les opportunités qu'elle offre aux producteurs agricoles. Alors pour commencer déjà, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on peut comprendre par agriculture intégrée? Merci. L'agriculture intégrée, il faut le dire, c'est une agriculture qui se base sur une approche, j'allais dire, systémique et donc qui utilise des modes de production qui sont économiquement rentables, respectueux de l'environnement et qui préservent la gestion durable des ressources naturelles. Et tout ceci pour assurer des produits de qualité, qui limitent tout risque, qui limitent les risques en termes de santé dès que nous les consommons. D'accord. Donc, pour faire très court, c'est ce que je pourrais dire sur ce que c'est que l'agriculture intégrée. Très bien. Merci d'avoir fait cette précision. Nous allons voir quelles sont les opportunités qu'elle offre. Et ma collègue Marchel Betoro m'a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, Marchel. Bonsoir, Roch. Comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord. Nous parlons ce soir d'un monde agricole, de l'agriculture intégrée. Et Madame Torinlo PJ nous définissait déjà ce qu'on entend par agriculture intégrée. Merci déjà d'avoir si bien planté le décor, Madame Peggy. Vous avez tout à l'heure défini un peu l'agriculture intégrée. Moi, je voudrais qu'on puisse faire un peu l'état des lieux aujourd'hui. Au Bénin, est-ce que l'agriculture intégrée est déjà chose réelle ou est-ce que ça prend? Qu'est-ce qu'on peut dire? Dire que l'agriculture intégrée n'est pas chose réelle au Bénin ne serait pas rendre hommage à la vérité. Parce que quand même, nous avons au Bénin l'un des centres qui fait véritablement la promotion de l'agriculture intégrée. Je veux nommer le centre Songhai, qui s'est démultiplié dans beaucoup de départements de notre pays. Et c'est d'ici que beaucoup de pays de la sous-région viennent prendre. Donc, nous avons le vivier par rapport à l'agriculture intégrée. Mais ceci étant, ça c'est un exemple, ça c'est aussi un centre de formation. Mais au-delà de la formation, dire quand même que nos agriculteurs ont pris la mesure de la chose et font véritablement de l'agriculture intégrée, ça reste
Ça reste il y a un que peu ou bien beaucoup. Ça reste beaucoup. Ça reste beaucoup parce que nous sommes beaucoup plus habitués à l'agriculture conventionnelle. Voilà. L'agriculture conventionnelle, c'est cette agriculture qui utilise les intrants chimiques de synthèse, les pesticides et autres. Et c'est dans ça que nous avons toute la grande majorité des producteurs de coton, par exemple, et autres, ils évoluent. À côté de ça, nous avons l'agriculture biologique qui est à l'autre extrémité. Donc, à ces deux extrémités-là, il y a au milieu, je peux dire, l'agriculture intégrée. Et donc, beaucoup de personnes ne s'y prêtent pas encore parce que probablement, ils n'ont pas toute l'information qu'il faut. Alors, vous êtes sur ce plateau pour nous donner toutes ces informations afin que beaucoup de personnes commencent à s'y intéresser. Oui. Est-ce qu'on peut davantage creuser au niveau de la résistance face à l'adoption de ce type d'agriculture? Pourquoi est-ce que les gens résistent encore? Est-ce parce qu'il y a des inconvénients ou bien est-ce que parce qu'il n'y a pas assez d'avantages autour de ça? Je ne pense pas qu'il faille parler de résistance. Parce que pour en arriver à parler de résistance, c'est que on est passé l'étape où on a apporté l'information suffisante aux gens, qu'ils connaissent tout ce qu'il y a, tous les contours, et qu'ils décident, et qu'on les ait sensibilisés, et qu'ils décident, ils résistent à l'adoption. Mais je ne pense pas qu'on soit encore là. L'agriculture intégrée n'est pas encore très bien connue. Il faut dire qu'elle est quand même assez récente comme mode de production agricole. Ah, d'accord. Même dans les pays européens, l'histoire de l'agriculture intégrée ne remonte pas très loin. Ça, les premières fermes, les premières exploitations qui se sont engagées, ça remonte en 1995. Vous voyez que c'est assez récent. Et donc, quand bien même les premières interlocutions, les premiers débats autour de ça, quand bien même ça remonte autour de 1948, mais il a fallu jusqu'en 1995. Donc, ça voudra dire que, en fait, beaucoup d'agriculteurs ne sont pas au courant, de mon point de vue, de cette forme d'agriculture. D'accord. Dites-nous alors, quelles sont les spécificités de l'agriculture intégrée? Les spécificités de l'agriculture intégrée, d'abord, c'est une agriculture qui vise à exploiter les interrelations naturelles et les mécanismes de régulation naturelle qui existent entre des unités de production. Ce que j'appelle unité de production, par exemple, c'est que sur une exploitation, par exemple, le reportage nous a montré, il fait de la production vivrière, il fait de l'élevage, il fait de la pisciculture, de la pêche. Donc, la production du maïs, ça c'est une unité de production, unité de production végétale. Il fait de l'élevage, fait de la unité de production animale. Il fait de la pisciculture, c'est aussi de production piscicole, halieutique. Et donc, dans une exploitation, quand on s'engage dans l'agriculture intégrée, c'est utiliser les relations, les interrelations qui doivent y exister entre ces différentes unités. Par exemple, si le maïs qu'il produit va rentrer en ligne de compte pour l'alimentation de la volaille, et ça peut aussi rentrer en ligne de compte pour la préparation de la provende des poissons. Et de l'autre côté, les fientes des volailles, ça peut servir d'engrais. Tout ce qui est déchets, plus les débris des cultures qu'il a mis en place vont rentrer dans le compostage, vont être utilisés pour restaurer la fertilité du sol qui produit. Du coup, ça l'amène à ne pas être moins dépendant des intrants qu'il doit acheter de l'extérieur. Parce que s'il n'avait pas ce système intégré en place et s'il n'utilisait pas cette interrelation naturelle, il va acheter des pesticides, des intrants, que ce soit biologiques ou chimiques, pour fertiliser sa terre, pour lutter contre
des ravageurs. Or, quand il est dans le dispositif d'agriculture intégrée, on ne lutte plus contre les ravageurs parce qu'on utilise le mécanisme naturel, c'est le biocontrôle. Voilà. Donc, c'est les insectes, les insectes, les animaux naturels ou les plantes naturelles qui luttent ou qui dont la présence. Ça, c'est très important. Vous exposez tellement bien l'agriculture intégrée qu'on n'a pas envie de vous couper. Mais moi, je veux savoir, en face de toutes ces opportunités que vous venez d'énumérer, parce que j'appelle ça des opportunités, il n'y a pas de contraintes liées justement à ce système d'agriculture intégrée. Très rapidement. Oui, il y a des contraintes, il ne saurait pas en manquer. Et puis ces contraintes ne sont pas très spécifiques non plus. Hein. La grande majorité, c'est des contraintes de l'agriculture. Okay. D'abord, il faut avoir la terre. Ça, c'est un premier problème. Ouais. Même les jeunes qui sont formés à Songhai... Est-ce qu'on a besoin d'une grande superficie pour pouvoir faire l'agriculture intégrée? Non, ce n'est pas d'une grande, forcément d'une grande superficie qu'on a besoin, mais on a besoin d'accéder à la terre. Okay. Ces jeunes qui sont formés au centre Songhai, eux tous n'arrivent pas à s'installer. Pourtant, ils ont été formés dans un système d'agriculture intégrée. Ouais. Ils n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas assez. Il n'y a pas que le centre Songhai qui forme, hein, en non, il n'y a pas. Mais le label aujourd'hui, dans notre pays, c'est quand même le centre. Oui, mais avoir accès à la terre, c'est une première équation difficile à résoudre. La seconde équation, c'est avoir le financement. La seconde équation, c'est aussi le financement. Et la disponibilité du marché, parce qu'on produit, il faut quand même écouler les produits. Oui, en fait, disponibilité du marché, de mon point de vue, ne pose pas véritablement de problème. Parce que, et quand vous rentrez dans l'agriculture intégrée, je disais tout à l'heure que ça offre des produits de qualité. Et quand ça offre des produits de qualité, vous allez sur le marché, les gens sont disponibles à prendre. Mais vous-même, agriculteur, vous avez de quoi vous nourrir. D'accord. Vous comprenez? Oui. Je pense que c'est un sujet qu'on va ramener probablement. Oui, on va ramener le sujet, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses encore à voir, à dire autour. Malheureusement, en télé, c'est le temps. Aussi, ce que les agriculteurs ne comprennent pas, c'est quand même une agriculture qui non seulement préserve l'environnement, ne pollue pas, mais qui offre plus de revenus que si on compare ça à l'agriculture conventionnelle. Très bien. La qualité des produits. Étant donné que vous êtes agroéconomiste, nous allons revenir sur le sujet. Vous allez nous faire vraiment une évaluation de ce gain, de ce que l'on gagne en allant à l'agriculture intégrée. Merci Madame PJ Torello d'être passée dans cette émission. C'était très intéressant, votre contribution. Merci également à vous. Marcel Gbetokho. Vous savez, sur le grand rendez-vous, nous allons parler ce soir de l'expert comptable. Qui est l'expert comptable? Que fait-il? Quelle est son utilité pour une entreprise? Eh bien, on en parle tout à l'heure dans Autant savoir. Pour être expert comptable, il faut avoir suivi une formation en bonne et due forme. Mais lorsqu'on est expert comptable, il faut régulièrement se faire former pour actualiser ses connaissances. Eh bien, je vais vous inviter à suivre ce reportage d'une formation des experts comptables. 3 jours de formation pour les agents comptables des entreprises du Bénin. Ils se sont informés sur le système comptable de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires révisé, SISCOADA révisé. Ce séminaire de formation a permis de sensibiliser sur les changements qu'implique le SISCOADA révisé. Le système comptable de l'OHADA est un système qui est utilisé par 17 États de l'OHADA et est applicable désormais pour toutes les sociétés, toutes les entités, on dit maintenant, dans tous les 17 États. Cette formation permettra donc aux participants d'avoir de nouveaux comportements sur la comptabilité de leurs entreprises. Il est important que dans l'implémentation du SISCOADA révisé, que les gens recourent à des experts comptables, à des gens qui savent faire la chose, qui peuvent vraiment les aider. Parce que s'ils se trompent dès le départ, on risque, nous autres, experts comptables, commissaires aux comptes, dans les difficultés à la fin. Le nouveau plan nous apporte des solutions à ces interrogations. Et pour la communication de l'information financière,
on avait quelques soucis aussi. Et avec les notes désormais qui vont accompagner les états financiers, le chef d'entreprise est en mesure de parler le même langage que nous devant les membres du conseil d'administration. Le basculement vers le Sisgoada révisé se fera en douceur. Là, merci à vous, Ghislain Poguet, pour ce reportage et notre expert comptable en fin de formation. Il est déjà sur ce plateau, il va nous dire pourquoi il faut préciser en fin de formation si on n'est pas expert comptable. Bonsoir, Wilfried Kwesi. Bonsoir. Vous êtes expert comptable, vous insistez qu'on ajoute en fin de formation. Oh oui, parce que la précision, elle est très importante, parce que vous avez un cycle de 8 ans. Après les 8 ans, il faut normalement soutenir. Dis donc. Et quand vous soutenez devant un jury français à Paris, et lorsqu'on vous donne le diplôme, vous êtes expert comptable diplômé. Donc depuis 2 ans, moi j'ai fini ma formation, mais c'est en novembre prochain que vous allez soutenir. Je prévois aller soutenir. C'est pourquoi j'insiste qu'on dise expert comptable en fin de formation, pour éviter toute polémique. Très bien, merci beaucoup. Moi, je saute déjà sur l'occasion. Oui. Puisqu'il parle déjà de la formation, je voudrais savoir, est-ce qu'il n'y a pas d'école ici qui forme pour délivrer en même temps le diplôme? Il faut aller jusqu'en France? Il y a deux cursus pour faire l'expertise comptable. On a le cursus français et on a le cursus UEMOA, OADA. Voilà. Le cursus français, c'est un seul centre de soutenance, un seul centre d'examen. Et ce seul centre-là, c'est forcément Paris. Quel que soit le pays d'où vous venez, c'est Paris. Voilà. Maintenant, le cursus OADA, qui est une copie du cursus français qui est l'original, est en train de faire des efforts pour que désormais on puisse avoir un diplôme qui est diplôme d'expertise comptable, mais cursus OADA, qu'on appelle le DECOFI. Et c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui ont pris un peu le lead dans ce domaine. Et désormais, à partir de cette année, je crois, le Bénin a abrité à 2 centres qui vont former. Ok, mais aujourd'hui, nous allons parler de l'utilité d'avoir un expert comptable au sein d'une entreprise. En tout cas, nous reviendrons sur la formation. Nous allons y consacrer quelques minutes parce que nous avons de jeunes bacheliers qui voudront certainement devenir des experts comptables. Il va leur donner les voies et moyens pour le devenir. Mais nous parlons, comme vous l'avez dit, de l'utilité de l'expert comptable au sein d'une entreprise. Alors, dites-moi, peut-on se passer aujourd'hui d'un expert comptable dans une entreprise? Normalement, a priori, non. A priori, non. A priori, non. A priori, non, parce que lorsque l'entité rêve de devenir très grande, d'avoir des opérations très significatives, d'avoir des partenaires importants et de faire preuve d'une certaine notoriété, d'une certaine crédibilité, d'une sincérité au niveau de l'image fidèle des comptes annuels, pour pouvoir refléter la situation financière, il faut un professionnel libéral qui atteste, qui confirme, qui donne de la crédibilité. L'expert comptable, c'est un vecteur de confiance. Il faut que quelqu'un quand même qui a prêté serment puisse dire, oui, les comptes sont bons, vous pouvez faire confiance à cette entité. Et c'est de là que son rôle devient très important. Donc, si l'entité est petite, elle peut se passer d'un expert comptable, mais dès lors qu'elle commence par à croître, à aller vers de grands partenaires, à solliciter des financements importants, il faut que quelqu'un puisse dire les comptes sont bons et la personne idéale, c'est l'expert comptable. Donc l'expert comptable est incontournable aujourd'hui? C'est comme si on demandait si le médecin était important dans la vie de quelqu'un. Comme l'a dit notre président de l'Ordre des experts comptables du Bénin, M. Cosme Goudete, lorsque le médecin se trompe sur son diagnostic, il met la vie d'une personne en danger. Mais lorsque l'expert comptable se trompe sur son diagnostic, il met la vie de plusieurs familles en danger. Oui, mais vous savez, c'est vrai, vous l'avez dit, vous vendez l'expert comptable, mais nous avons au moins des gens qui n'ont pas été à l'école, même des femmes qui ont de grands commerces, tout et tout. Elles arrivent à réussir, pourtant, elles n'ont pas recours à l'expertise d'un comptable. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment indispensable pour une entreprise d'avoir un expert comptable? Bon, je comprends un peu. Vous savez, ce sont dans les pays sous-développés qu'on rencontre ce genre de choses. C'est dans les pays sous-développés que l'informel domine. Et quand l'informel domine, le pays ne se développe pas. Parce qu'il y a beaucoup de flux financiers inaperçus, qui passent inaperçus. Vous ne pouvez pas acheter, par exemple, en France, à partir d'une certaine somme en payant en espèces. Parce qu'on veut forcément tracer tout. Vous savez, il y a des situations comme le blanchiment d'argent. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le CENTIF au Bénin, par exemple, désormais. C'est pour dire quoi? Lorsque on n'a pas le formel qui est développé,
un pays ne peut pas se développer. Le commerce informel, c'est bon, mais vous allez voir, quand vous voulez un marché, tout ça, on commence par vous demander, est-ce que il faut attestation fiscale, et ça devient un blocage. Si vous voulez évoluer dans l'obscurité, ça ne pose pas de problème. Mais si vous voulez vraiment croître, traiter avec des gens qui vont quitter l'extérieur, développer votre activité, aller montrer aux autres que vraiment vous existez, ne pas vendre seulement à l'interne, il va falloir quand même remplir les formalités pour être formel. Et lorsque vous serez formel, à un âge donné, en termes de chiffre d'affaires, en termes de volume d'activité, l'expert comptable devient un collaborateur incontournable. Alors, vous avez parlé du marché informel. Hein. Oui. C'est vrai, les dames, elles arrivent à garder leur argent, mais elles ne savent pas comment faire, tenir la comptabilité, par exemple. Mais c'est important pour une entreprise. Oui, bon, vous savez, la comptabilité est très importante pour une entreprise. Vous savez, il y a des gens qui vendent jusqu'à... ils consomment même le fonds de commerce, ils consomment le capital. Ils consomment le capital même, c'est-à-dire le capital qui leur a permis de démarrer l'activité. Ils ne savent pas si le capital reste, est-ce qu'il y a encore une marge parce que les comptes ne sont pas tenus. Lorsque vous ne faites pas de la comptabilité, vous ne tenez pas de comptabilité, on peut vous roubler. Vous ne connaissez pas la comptabilité, votre comptable peut vous roubler. Votre collaboratrice, celle qui vous aide à vendre, peut voler les achats, peut voler les marchandises. Vous ne saurez pas parce que vous ne tenez pas de compte. Donc j'ai au moins l'obligation, même lorsque je suis dans l'informel, d'avoir un cahier de recettes, un cahier de dépenses. Oui. Ce qui me permet tout au moins de savoir, aujourd'hui j'ai vendu pour tel montant, telle marchandise reste tel nombre de... Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Alors, on retient que l'expert comptable est incontournable, mais il doit quand même travailler avec beaucoup de professionnalisme, puisqu'il est en contact avec l'argent et tout. Il doit savoir comment gérer. Exactement. L'expert comptable ne travaille pas de façon isolée. Dans un pays comme la France, qui quand même a fait de l'expertise comptable un métier reconnu, l'expert comptable évolue selon un code de déontologie. Et ce code de déontologie définit les règles professionnelles et les règles morales qu'il doit normalement suivre. Les règles de bon comportement, les règles de probité, de droiture. S'il ne doit pas être un faux. Par exemple, en France, l'administration fiscale peut confier à l'expert comptable certains rôles. Comme quoi, l'expert comptable peut aider l'administration fiscale à dire oui, telle entité a une bonne situation, est à jour. On parle du rôle de tiers de confiance. On a des missions comme le visa fiscal. Le visa fiscal, c'est l'administration fiscale quand même permet toujours à un expert comptable de dire, voilà, à travers des ratios, des calculs, que telle entité est à jour vis-à-vis de la fiscalité. Bon, l'expert comptable va encore plus loin. Les experts comptables peuvent, à travers un groupe, à travers leur ordre, parce qu'il y a un ordre des experts comptables, peuvent par exemple signer des partenariats avec des banques, des groupes bancaires, pour aider les toutes petites entreprises, les TPE ou bien les PME, les petites et moyennes entreprises, dans la sollicitation de financement. Justement, pour solliciter les experts comptables, il paraît que il faut débourser une forte somme d'argent. C'est pourquoi les chefs d'entreprise sont réticents à solliciter vos services lorsque leurs entreprises n'atteignent pas encore un certain niveau. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un facteur de blocage? Bon, vous avez partiellement raison, mais il faut reconnaître que les experts comptables sont des actionnaires non inscrits au capital de l'entité. Parce que lorsque vous avez des informations financières fiables et que votre entité se porte très bien, votre activité va se développer correctement et lorsque vous payez même l'expert comptable, vous n'allez pas sentir que vous êtes en train de payer une certaine somme. Encore que, en matière d'honoraires, de tarification, l'expert comptable ne se lève pas pour faire ce qu'il veut. Il y a des règles dans le domaine qui fixent le taux horaire de l'expert comptable, combien il doit prendre par heure. Et c'est en fonction du budget d'heure alloué à votre activité, à votre entité, qu'on fait la fixation et l'enveloppe globale sera déboursée par l'entité. Mais est-ce que lorsqu'il arrive que l'expert comptable enfreint à la loi, est-ce qu'il y a des amendements? Amende à payer, il y a la responsabilité de l'expert comptable. Vous pouvez aller en prison. Vous pouvez aller en prison. On peut vous retirer même le titre. On peut vous suspendre provisoirement, comme on peut vous aussi le retirer définitivement. C'est pourquoi vous n'avez pas le choix. Si vous n'êtes pas inscrit sur un tableau, vous ne pouvez pas exercer en tant qu'expert comptable. Donc une sanction peut consister à vous radier du tableau. Et c'est pour toujours. Et de la même manière, il y a certains experts comptables aussi qui essaient de masquer certains chiffres pour ne pas permettre aux chefs d'entreprise de beaucoup payer au fisc. Est-ce que vous ne voyez pas que ce sont des pratiques parfois? Est-ce que c'est maquiller les comptes? Vous savez, dans son rôle, dans ses missions, l'expert comptable joue un rôle d'optimisation fiscale. C'est-à-dire c'est un conseil fiscal qui permet à l'entité de payer moins d'impôts. C'est son objectif, ça. Il est le conseiller du DG ou bien de la société. Donc, ce n'est pas la connaissance des tests. Je donne un exemple banal.
l'administration fiscale envoie un redressement fiscal à une entité. Et on dit peut-être que l'entité va payer 100 millions, avec les arguments suffisants quand même qui montrent que c'est 100 millions que l'entité doit payer. L'expert comptable, étant donné qu'il est un sachant, quelqu'un qui maîtrise bien les tests, il sort les tests et il démontre par A plus B que là où c'est 100 millions, quand on fait bien les calculs, c'est 80 millions qu'on doit payer. Donc, ce n'est pas un maquillage, ce n'est pas une fraude, c'est la connaissance. Donc, c'est une confrontation d'idées. D'accord. Pour finir, mettre un terme à notre entretien, on en a parlé à l'entame. Oui, la formation, nous avons de jeunes, beaucoup de jeunes qui ont obtenu leur bac, qui certainement, en vous voyant très bien habillés, en vous voyant bien vous exprimer, ont envie d'embrasser aussi cette carrière. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bon, ce que je peux dire par rapport à la formation d'expertise comptable, il faut être un passionné. Et quand vous êtes passionné, peu importe le bac que vous avez, vous pouvez faire de l'expertise comptable. Tout à l'heure, on a cité les écoles qui forment pour l'expertise comptable. On a parlé du cursus OADA. Il y a le cursus français. Au Bénin, vous avez les ZEC et le CIFEC qui forment pour le cursus français. Donc, ces deux écoles, les ZEC a plus de 20 ans d'ancienneté. Le CIFEC, ça fait déjà au moins 10 ans qu'ils sont là. Un enfant qui veut faire l'expertise comptable, il a deux possibilités selon moi. Soit on l'inscrit directement dans le cursus, soit il fait une formation locale comme ENAM ou ENEAM et parallèlement, il valide ce qu'on appelle les unités d'enseignement. En collaboration avec l'Institut français, on paye et à la fin de chaque année, on compose. Mais là, il est en candidature libre. Donc, s'il est un passionné des chiffres, c'est bon. S'il n'est pas un passionné des chiffres, ce n'est pas bon. Donc, ceux qui font la littérature n'ont pas de chance. Attention, il y a une modification que je peux apporter rapidement. Oui. Je connais des gens qui ont le bac A et qui ont l'expertise comptable. Ouais. Donc, je connais des gens qui sont mécaniciens de formation et qui sont devenus experts comptables. Donc, c'est un domaine où c'est la logique qui domine. C'est la logique qui domine. Même si j'ai fait un bac A et que je raisonne bien, j'ai des arguments solides, voilà, on dit que la comptabilité est l'algèbre du droit. Donc, il faut être bon en droit, être bon en chiffres. Et il faut être un être complet parce que l'anglais importe aussi, l'économie importe aussi, l'informatique. Donc voilà, en réalité, on ne devrait pas s'appeler expert comptable parce que nous sommes des généralistes au fait, pas des spécialistes. Merci beaucoup. C'était intéressant votre intervention sur cette émission, Monsieur Wilfried Kouessi. Je rappelle que vous êtes expert comptable en fin de formation et que d'ici quelques mois, vous allez soutenir pour devenir expert comptable diplômé. Amen, voilà. Pourquoi pas. Amen. Merci également à vous, Fulgensia Rontondi. Après donc ces explications de l'expert comptable en fin de formation, nous allons recevoir l'expert de ce jour pour nous parler de la contribution du scoutisme béninois à l'atteinte des objectifs du développement durable. Jean-Roland Laurentor, il est formateur adjoint du scoutisme béninois. Il est notre invité. Bonsoir Jean-Roland. Bonsoir monsieur le journaliste. Vous êtes le formateur adjoint du scoutisme. Alors déjà, moi je voudrais vous demander, c'est quoi le scoutisme? Merci monsieur le journaliste. Le scoutisme est un mouvement éducatif pour les jeunes, basé sur le volontariat. Ça veut dire que des adultes ne peuvent pas être scouts. C'est ce que je veux comprendre par là. Des adultes sont scouts. Tel que je l'ai dit, le scoutisme est un mouvement éducatif. Nous faisons de l'éducation non formelle. Donc, qui dit éducation dit des jeunes encadrés par des adultes. Ok, d'accord. Voilà. Très bien. Ah, donc, c'est ça. Vous faites seulement de l'éducation, c'est ça? C'est de l'éducation non formelle. L'éducation non formelle. Oui, c'est un mouvement ouvert à tous. Et sans distinction aucune. Et comment cela se passe, cette éducation non formelle que vous faites? Nous mettons en œuvre par des jeunes que nous encadrons des activités conformément à la méthode scout et telle que définie par son fondateur. C'est quoi la méthode scout? La méthode scout, c'est d'une manière très simple, c'est la manière de faire des scouts. C'est ça. Est-ce que cette manière de faire des scouts est différente de la manière de faire des autres? Qu'est-ce qui vous différencie concrètement? Je prends un exemple très simple. Oui, allez-y. Je prends un exemple d'une activité de salubrité. La manière d'organiser une activité de salubrité n'est pas la même que d'autres associations
Alors, quand on va prendre un scout, les scouts, comment vous organisez cette activité de salubrité, par exemple? Voilà, je prends une unité, par exemple, une unité qui veut organiser une activité de salubrité à l'ORTB ici. Oui. Dans un premier temps, il y a une réunion d'unité qui a décidé de l'activité. Quelles sont les différentes tâches qui entrent en ligne de compte pour l'exécution de cette activité? Et comment les répartir? Comment les répartir? La grande unité est répartie en de petits groupes. D'accord? Si par exemple c'est une troupe, et il y a de petits groupes que nous appelons des patrouilles. C'est ça. Donc chaque patrouille prend un certain nombre de tâches, voilà, et s'organise. C'est ce que nous appelons la vie en petit groupe, par exemple, qui est un élément de la méthode scout. C'est très intéressant. Alors, comment devient-on scout? Comment devient-on scout? C'est très simple. Il suffit de se rapprocher d'une unité scout qui est dans votre localité. Vous avez... Est-ce qu'il y en a dans toutes les localités du Bénin aujourd'hui? Pas dans toutes les localités, mais il y en a dans beaucoup de localités. Nous sommes présents dans tous les départements. Voilà. Donc, vous avez 20 ans, par exemple. L'unité distinctive de cette tranche d'âge, puisque les jeunes sont répartis en tranches d'âge. L'unité qui caractérise cette tranche d'âge de 20 à 23 ans, c'est le clan. C'est ça. Donc, vous vous rapprochez de cette unité-là qui est dans votre localité, vous vous inscrivez et vous commencez par participer aux réunions d'unité. Vous payez la cotisation annuelle, vous vous procurez de la tenue et au bout d'un certain nombre de temps, lorsque le chef constate que vous avez fait le parcours nécessaire, on vous fait passer la promesse. C'est une cérémonie qui marque votre entrée définitive dans la famille. D'accord. Une fois qu'on y est, eh bien, on va suivre les différentes formations, mais ce qu'on vous reconnaît surtout, c'est l'animation. Et je dis au passage merci à mon réalisateur de ce soir, Janvier Tonneau, qui nous a montré un peu les images d'animation. On a vu également les images de secourisme qui sont en train d'être passées à l'antenne. Que font concrètement les scouts? Les scouts, comme je l'ai dit, c'est un mouvement d'éducation non formelle dont nous contribuons à l'éducation des jeunes en les aidant à réaliser pleinement leur potentiel sur le plan intellectuel, sur le plan physique, sur le plan caractériel, sur le plan spirituel, etc. Donc nous menons beaucoup d'activités. D'accord, vous menez beaucoup d'activités, mais depuis quelques années, on a commencé à vous voir sur des axes qui n'étaient pas au départ les vôtres. Je veux parler des objectifs du développement durable. Que vient chercher le scoutisme dans les ODD? Vous savez, du point de vue organisationnel, le scoutisme, je vais dire Organisation mondiale du mouvement scout, c'est une confédération de 165 organisations scouts nationales membres, d'accord, dont l'OMMS bénéficie d'un statut consultatif auprès de l'ONU. Et par conséquent, en tant qu'organisation de jeunesse, première organisation de jeunesse au monde, bénéficiant d'un statut consultatif auprès de l'ONU, on est appelé à travailler aussi pour la promotion des ODD. C'est ça. Et pour la promotion des ODD, vous savez, il y a plusieurs objectifs, plusieurs axes. Quels sont les axes sur lesquels vous intervenez surtout? Nous intervenons dans le domaine de la protection de l'environnement. En quoi faisant? Nous menons des activités telles que salubrité, reboisement. Ah, d'accord. Vous avez reboisé déjà, vous avez mis en terre combien de plants? Chaque 1er juin, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Seulement les 1er juin? Non, j'ai dit c'est un exemple parmi tant d'autres. Sinon, tous les jours que Dieu fait, nous faisons des activités de protection de l'environnement. Ok. Et sur les autres plans, parce qu'on en a beaucoup, hein, il y a sur le plan de la pauvreté, sur le plan comment dit-on, de la faim, du bien-être. Sur le plan de la pauvreté, par exemple, nous formons les jeunes à l'acquisition des compétences fondamentales. La promotion de l'auto-emploi, par exemple. Et lors de nos activités, nous formons les jeunes, par exemple, nous les initions à l'organisation des activités génératrices de revenus. Donc pour les aguerris à pouvoir se prendre en charge. C'est ça. Voilà. Et au niveau de l'égalité des sexes également, qu'est-ce que vous faites? C'est des sensibilisations ou bien que faites-vous dans ce programme? Nous faisons aussi de la promotion du genre.
La promotion du genre. Oui, et la promotion des droits de la femme, voilà, et la lutte Vous contre incitez les femmes à réclamer leurs droits, à montrer qu'elles sont dans la société, il ne faut pas qu'elles se fassent brimer, c'est ça? Oui, voilà. Un exemple d'activité de grande visibilité que nous avons eu à mener, le 8 mars dernier, la Journée internationale de la femme, il y a les guides, les scouts, femmes de la région scout universitaire qui étaient aux côtés des agents, du personnel féminin de la police républicaine pour réguler la circulation. Voilà, c'était notre manière de faire la promotion du genre. C'est très bien, vous faites apparemment beaucoup pour contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable. Mais est-ce que vous arrivez à évaluer un peu les résultats de vos interventions sur le terrain, les résultats des formations, les résultats de l'éducation non formelle que vous donnez à vos jeunes scouts? Oui, nous faisons l'évaluation. Chaque année, il y a les instances officielles du scouting béninois, les instances habilitées à le faire qui procèdent à cette évaluation-là. Voilà. Tant au niveau des commissions qu'au niveau national aussi. C'est vrai que vous avez parlé de comment avoir accès, comment intégrer le scoutisme aujourd'hui, mais est-ce que vous n'allez pas dans les établissements scolaires, par exemple, pour parler du scoutisme et pouvoir drainer assez de jeunes, parce que vous avez cité vraiment des valeurs à promouvoir pour l'éducation des enfants. Est-ce que vous n'allez pas dans les établissements scolaires pour susciter justement cette ambition, cette envie de militer au sein du scout? Oui, nous allons, nos chefs d'unité sont surtout présents dans les établissements scolaires, dans les écoles, tant de l'enseignement primaire que de l'enseignement secondaire. Et c'est le moment de lancer un appel aux autorités, aux autorités administratives, politico-administratives de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, pour qu'ils puissent faciliter la tâche à nos responsables. Donc vous rencontrez des difficultés par moment, c'est ça? Oui, ça ne manque pas. Des obstacles, on ne vous permet pas d'avoir accès aux enfants, c'est cela? Oui, parfois lorsque un responsable, un encadreur va dans un établissement, dans un collège, pour exprimer sa volonté d'installer une unité scout, on peut lui demander des papiers, des autorisations, donc ça mais vous-même, on voit par exemple des gestes à faire sur l'écran lorsque quelqu'un a des problèmes certainement respiratoires. Comment vous vous faites former vous-même qui êtes les encadreurs des jeunes scouts? Au secourisme par exemple. Oui, au secourisme. Oui, pour la formation des adultes, dans les modules de formation, il y a par exemple les gestes, les techniques de premier secours. D'accord. Donc si nous n'avons pas les compétences à l'interne, au niveau qui sont membres du scouting béninois, nous faisons appel à des compétences extérieures. Tout à fait. Pour former nos adultes. C'est ce que vous faites également par rapport à l'auto-emploi, etc. Sur les différents axes sur lesquels vous intervenez. Oui. D'accord. C'est très intéressant. Merci à vous, Jean-Roland Lohento. Je rappelle que vous êtes le formateur adjoint du scoutisme béninois. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler justement de la contribution du scoutisme béninois à l'atteinte des ODD. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Voilà, c'est l'heure du journal. À présent, nous allons rejoindre la rédaction pour retrouver Nadège Omoladesani pour la présentation du journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Wikeko. À cause du chômage, les jeunes se sont donnés au travail qu'on appelle l'ANAC. Ce phénomène a pris depuis quelques mois une allure vraiment inquiétante. Suivez juste après moi la revue de presse et le décryptage. Tour d'horizon de l'actualité vue par les canards. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça ne sert à rien de prendre la décision de reculer après avant de mieux faire. Suivez Wikeko, votre magazine de l'actualité économique sur BB24 tous les dimanches à 11h et à 23h, les lundis à 11h et les mardis à 5h. Lorsqu'on voit des Ivoiriens s'habiller. Pour parler de l'épargne, il faudrait que nous puissions convoquer deux concepts importants, le revenu et la consommation. Peut-on espérer une élimination définitive des sachets plastiques? Quand vous dites que chacun est né avec son travail,
Est-ce parce que vous n'êtes pas né avec le journalisme qu'au fil du temps, vous avez laissé le métier de côté? Au-delà de la production d'énergie, le taux d'électrification reste encore faible. Par rapport aux réformes dans le secteur du tourisme, comment est-ce que vous voyez ça? Je dis souvent que l'entretien sur BB24, c'est tous les dimanches à 22h, les lundis à 10h, à 16h30 et à 23h. S'exprime à travers une consultation du FA. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. Naufrage d'une barque sur le lac Aémé, l'embarcation a chaviré, bilan 12 morts. La surcharge serait à la base de ce drame. Les détails, c'est à suivre dans cette édition. La césarienne redoutée par les femmes il y a quelques années est aujourd'hui le premier choix pour les parturientes. Dans quel cas cette intervention doit-elle avoir lieu? Les spécialistes nous éclairent. C'est un nouveau concept dans le milieu culturel qui regroupe les actions d'un gouvernement ou d'un territoire en matière de développement. La politique culturelle, on en parle dans cette édition. On démarre ce journal par ce drame sur le lac Aémé. Les 17 passagers de la barque motorisée quittant la rive de Bopa-Centre pour rallier la localité d'Arango dans la commune de Pomassé ne sont pas arrivés à destination. Une surcharge de la barque a causé son naufrage. Le bilan de la police républicaine fait état aux dernières informations de 12 morts et 5 rescapés. Le reportage de nos confrères Benol Djogbe et Ikiliru Gounou de l'antenne régionale de l'ORTB Monokoufo. 20h13 ce lundi, le préfet du Mono descend à l'hôpital de zone de Comé. Dans cet établissement hospitalier, cette dame et ce bébé environ de 3 mois qui a perdu sa maman dans le naufrage, admise en urgence et à la pédiatrie. La barque était pleine et je le lui ai dit. Les émigrants aussi ont suggéré au conducteur de la barque de faire un aller-retour, ce qu'il a refusé. Il nous a dit d'aller prendre une autre barque, ce qui n'était pas possible et nous avons tous embarqué. Et voilà ce qui arriva. Par rapport aux deux dames, la situation clinique est stable. C'est des dames qui ont eu la chance de savoir nager, donc elles sont nagées. Elles sont venues dans un état de fatigue, asthénie. Donc on est en train de leur donner des antalgiques et des solutés pour leur remonter. Sinon, par rapport à l'état clinique, tout est bon. Il n'y a pas d'inquiétude. Bon, le bébé a ingéré beaucoup d'eau. Donc l'équipe de la pédiatrie est en train de s'occuper du bébé. On l'a aspiré, on a fait les soins. On espère que ça ira aussi. Après Comé, le préfet du Mono met le cap sur Bopa, la commune où a lieu le drame. Ici, au centre de santé communal, c'est la consternation. 5 corps sont encore non identifiés. Sur instruction du procureur de la République, les corps identifiés, au nombre de 7 pour le moment, ont été restitués à leurs parents. Nous avons encore sur les lieux 5 corps inconnus. Et avec l'autorisation du TDS, les corps seront bientôt envoyés à la morgue de Comé, en attendant de retrouver les parents. Au total, 12 personnes sont décédées, dont 8 de sexe féminin sur 17 passagers selon le premier bilan de la police républicaine en attendant la poursuite des recherches. Tout est parti d'une surcharge de la barque motorisée qui a quitté la rive de Bopa-Centre pour rallier la localité d'Arango dans la commune de Pomassé selon les rescapés. On parle santé à présent. C'est une intervention chirurgicale visant à extraire un enfant de l'utérus maternel par incision de la paroi abdominale et utérine. La césarienne est souvent pratiquée lorsque l'accouchement par voie basse n'est pas possible ou qu'il risque de mettre en danger la santé de la mère et de l'enfant. Mais qu'elle soit programmée ou imprévue, la césarienne est un acte chirurgical maîtrisé, décidé afin d'éviter
à la mère et au bébé un accouchement difficile. Pourquoi est-elle pratiquée? Les précisions avec Heureuse Danoni. On ne vous poussera jamais parce que vous avez fait une césarienne de trop, mais on poussera toujours parce que vous n'avez pas pris la décision à temps. Lorsque l'accouchement par voie dite naturelle est risqué pour la vie de la mère et celle du bébé à naître, la césarienne est aussitôt proposée par l'obstétricien. La césarienne, c'est une intervention chirurgicale, pas extraction, c'est-à-dire on enlève le fœtus par voie abdominale, après une incision de la paroi abdominale, c'est pourquoi on parle de laparotomie, puis incision de l'utérus, on parle d'hystérotomie. Donc la césarienne, c'est l'extraction du fœtus après incision de la paroi et de l'utérus et on fait sortir ce bébé. Et ce n'est pas une décision qui se prend sur un coup de tête. La césarienne est indiquée dans plusieurs cas, mais on va en citer 3. Il y a les césariennes programmées, les césariennes d'urgence et les césariennes de convenance. La césarienne est indispensable, mais c'est codifié. Il y a des indications. Donc si vous respectez les indications, le problème ne se pose pas. Parce qu'il y a des femmes, elles vont accoucher par voie. Il y a des femmes qui accouchent par voie naturelle plusieurs fois. Et une fois, elles accouchent par opération césarienne parce que l'indication est bien. Selon l'annuaire des statistiques de 2012, sur 385 873 naissances attendues au Bénin, 24 554 sont des césariennes. Un chiffre qui évolue notamment avec la mise en œuvre de la gratuité de la césarienne. Pour preuve, selon le journal de la Société de biologie clinique du Bénin, à l'hôpital de Sourouléré, la fréquence de la césarienne avant la gratuité était de 6% et en juillet 2010, de 37,02% après la gratuité. La césarienne serait aujourd'hui le premier choix que font la plupart des jeunes femmes enceintes, selon Dame Cyprien Lucie, aide aux parturientes depuis une vingtaine d'années. Il y a des gens qui ne veulent pas trop se gêner et préfèrent la césarienne. C'est ça. C'est à cause de ça qu'elles décident la césarienne. Les chicks m'ont dit, bon, mais bien, préféré la césarienne, mon agbodje. Ils ont pas souffrance d'ien, quoi. Il vaut mieux l'avoir, c'est bon. Parce qu'après la césarienne, il y a des gens qui n'ont pas de chance et peut-être par là, ils vont finir d'ien, quoi. Donc il vaut mieux que ils souffrent de jivi, mais ton compte. L'accouchement par césarienne, une décision prise par le corps médical, mais également par la femme enceinte pour plusieurs raisons. Grâce aux avancées dans le domaine médical, elle paraît aujourd'hui plus sûre pour la vie de la mère et celle du bébé, mais n'est toujours pas sans risque. La politique culturelle est la mature nécessaire pour un développement culturel durable. Elle est la feuille de route regroupant les orientations que les décideurs publics souhaitent développer et mettre en œuvre sur le territoire en matière culturelle. Donatien Gaglozon, spécialiste en culture, nous définit ce concept et aborde les différents axes de la politique culturelle. Il est au micro de Firmin Torion et Lazare Migan. La politique culturelle, c'est d'abord un document stratégique qui prend en compte les valeurs culturelles qu'il y a au sein d'un pays, d'une nation. Et donc, nous, on distingue deux types de politique culturelle. Il y a la politique culturelle nationale et la politique culturelle territoriale. La politique culturelle peut être un objet de développement parce qu'elle permet déjà de se fixer des objectifs et de connaître déjà le produit culturel qui est sur un territoire. Et donc la connaissance d'un produit culturel par déjà les exportateurs, par déjà ceux qui constituent déjà la chaîne de valeur dans le chaînon de production, création de richesses. Il y a 5 axes prioritaires de conception des politiques. Il y a d'abord la démarche. Il faut une démarche. L'État, il se dit, je veux une politique culturelle. Il invite les ministres, il invite les experts pour dire qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la politique, quelle est la stratégie à adopter. Après la démarche, il y a la définition de l'état des lieux, de la culture et on fait un diagnostic. On se dit, voilà, nous avons ça, comment on peut y arriver. Troisième niveau, c'est les consultations publiques. La consultation publique, on doit quand même rencontrer les jeunes des territoires pour leur demander quel est le volet culturel qui est mis
en valeur ici. Donc, voilà les consultations publiques et après, il y a la rédaction du projet de politique culturelle. Après cette rédaction du projet de politique culturelle, on vient maintenant à la 5e phase, qui est la phase de validation de ce projet de politique culturelle et qui permet à la signature des conventions à l'international. En Côte d'Ivoire, la Banque Atlantique a octroyé 224 milliards de francs CFA à 30 nouvelles bénéficiaires du Fonds pour la promotion des PME et de l'entrepreneuriat féminin. Par ce financement, la Banque Atlantique réaffirme son engagement à poursuivre la promotion et l'accompagnement de l'entrepreneuriat féminin en tant que moteur de croissance économique. Depuis la mise en place du fonds en août 2017, l'enveloppe de crédit accordé par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME et la Banque Atlantique s'établit à plus de 3 000 milliards de francs CFA, couvrant les besoins en financement de 210 entreprises dirigées par des femmes. Le bureau régional de l'UNESCO veut corriger les disparités entre hommes et femmes dans l'éthique au Sénégal. Pour atteindre son but, elle a initié un atelier sur le thème « Réduction de la fracture numérique et autonomisation des femmes par les technologies de l'information et de la communication ». Oumou Ndour de la RTS. En matière de technologie de l'information et de la communication, le Sénégal a marqué de très bons points ces dernières années. Toutefois, force est de reconnaître que dans ce domaine, il existe de très grandes disparités entre hommes et femmes. Il n'y a que 29% de femmes qui ont déclaré avoir utilisé Internet au cours de 12 derniers mois, alors que ce pourcentage pour les hommes est de 43%. Ces chiffres issus de l'enquête démographique de santé 2017 illustrent à suffisance le défi dans ce domaine. L'UNESCO, qui a initié cette rencontre, se mobilise déjà pour le relever. En s'engageant aux côtés du ministère de l'économie numérique et des télécommunications, l'UNESCO souhaite non seulement capitaliser sur les acquis, mais aussi renforcer le partenariat et la conjugaison des expertises pour contribuer au renforcement de l'égalité et de l'équité de genre au Sénégal. Cet engagement de l'UNESCO épouse les contours de plusieurs projets et programmes de l'État du Sénégal en faveur des femmes dans les TIC déjà en cours. Premièrement, le développement du leadership féminin dans le secteur des TIC, le financement et l'accompagnement des startups féminines, la capacitation des filles à poursuivre une carrière dans le secteur des TIC. Les résultats de ces échanges sur la réduction de la fracture numérique et l'autonomisation des femmes par les TIC iront enrichir la réflexion déjà entamée par l'État dans le cadre du plan Sénégal numérique 2025. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous Nadège Sané pour cette belle présentation. Juste après vous, nous allons parler justement de la grippe chez les enfants. Vous le savez très bien, ces derniers jours, les enfants en souffrent énormément. Eh bien, c'est le sujet qu'aborde Nature et Bien-être. Et oui, la grippe chez les enfants, ça sévit ces derniers jours. Nous avons tendu le micro à quelques parents qui se sont prononcés sur cette affection qui devient parfois inquiétante. Eh bien, nous les écoutons. Que la grippe est une maladie très grave qui s'attaque surtout aux enfants, surtout dans le mois dans lequel nous sommes actuellement. Si on ne prend pas soin des enfants, la grippe, ça aggrave la situation des enfants à l'heure où nous sommes. Donc, au point où si cette maladie commence aux enfants, il n'y a plus de sommeil, les parents n'ont plus de possibilité à dormir la nuit. Ils souffrent souvent de la grippe. Ça se passe presque tous les ans, surtout en ces temps de fraîcheur. Généralement, on va à la pharmacie. Quand c'est un peu trop fort, on va à l'hôpital, puis après à la pharmacie.
Quand c'est cumulé à tout, bon, à la maison, on utilise aussi le miel et le sucre, mélangés dans une cuillerée là, qu'on leur donne, matin et soir, et ça passe. Voilà quelques astuces grand-mère que nous venons d'entendre, dont nous venons d'entendre parler par les téléspectateurs. Les parents, justement, on devrait avoir un médecin pour nous fournir un peu plus d'explications par rapport à tout ça. Yasmine Damata, bonsoir. Bonsoir, Roca. Que s'est-il passé? Bon, les médecins, on les comprend. Généralement, c'est souvent, il y a toujours urgence à l'hôpital. Du coup, bon, il était là, notre invité, mais il a dit, vu l'heure, que l'urgence de l'hôpital, c'est l'idéal. Donc, on ne peut que se plier. Mais parce que c'est une vie en jeu. Vous êtes là oui. Parce que vous avez réalisé cette Vox Pop sur la grippe. Vous êtes également une mère. Vous avez fait le constat que la grippe, au niveau des enfants, ça sévit ces derniers jours. Oui. Alors, peut-on qualifier cette affection de maladie saisonnière? Pour ma part, je dirais oui. Maladie saisonnière, parce que ça vient souvent, généralement, dans le mois de juillet, août. C'est toujours là parce qu'il y a un peu plus de poussière. Donc, c'est généralement ce que disent également les médecins, c'est à cause de la poussière, cette forte poussière, et cette terre qui est un peu polluée, ces temps-ci, qui amène souvent la grippe. Donc, c'est une maladie, un peu d'épidémie saisonnière. C'est pas si grave, c'est pas que ça tue, c'est mortel, mais juste c'est une épidémie parce que ça vient souvent à la même période. Donc, c'est une épidémie saisonnière. Et quelles sont les manifestations de la grippe? Est-ce que c'est pas l'écoulement des narines au niveau des enfants? Comment ça se manifeste? Au niveau des enfants, généralement, ça commence par une simple fièvre, une petite fièvre. Et après, vous sentez que l'enfant est ténu, ou qu'il commence pas à tousser, ou il sent des douleurs musculaires. Là, c'est la grippe. Déjà, il faut faire la nuance. Il y a la grippe, il y a le rhume. Le début, c'est le rhume. On se dit c'est un rhume, mais quand ça continue, ou l'enfant commence pas à avoir mal, c'est une grippe. Donc là, quand ça dépasse les 24-48 heures, vous sentez que l'enfant a des douleurs musculaires, il se plaint, il se tord, ou il fait une forte fièvre à chaque fois. Là, c'est une grippe qui commence pas, qui s'est installée. Du coup, c'est déjà une infection virale, donc il faut envoyer le médecin, l'enfant en pédiatrie pour le suivre. Voilà. C'est très important parce que c'est une maladie qui peut entraîner d'autres complications. Oui. Oui, et ce n'est pas seulement la poussière qui donne la grippe. Hein. Il y a certains, on dit, lorsque vous passez par exemple sous la pluie, les narines commencent à couler. Est-ce que les causes ne sont pas diversifiées? Non. Est-ce que là, c'est la grippe ou c'est le rhume? Parce que la grippe, c'est une infection virale. Du coup, elle se transmet parfois par contact direct. Celui-ci, la maman a le rhume et il fait une grippe, l'enfant aussi aura la grippe si on ne le protège pas. D'où les mesures de prévention. Si on ne protège pas cet enfant, il aura également une grippe. Donc, il y a possibilité de protéger l'enfant de la grippe pour qu'il ne ramasse pas la grippe. Voilà. Dites-nous alors, comment procéder? Parce que c'est intéressant. Déjà, les petites astuces que nous, maman, on peut adopter à la maison, c'est déjà que notre environnement soit propre. Souvent, nettoyer la maison. Non seulement vous balayez, mais nettoyez déjà à l'eau pour que la poussière ne s'installe pas. Et quand bien même l'enfant, souvent, encore quand c'est un enfant qui est toujours encore à 4 pattes, l'idéal, 4 pattes, ça dit les mains et les pieds. Tout à fait. Donc l'idéal, c'est souvent de le nettoyer. Donc du coup, il faut nettoyer d'abord la chambre, mais à chaque fois, protéger l'enfant, le nettoyer plus souvent la main. Même celui qui doit prendre l'enfant doit être toujours propre. Avoir toujours changer de temps en temps les tenues aux enfants, ne pas le garder dans la même journée dans la même tenue. Au besoin de 3 tenues par jour, déjà, c'est l'idéal. Quand vous sentez que l'enfant commence pas à faire un éternuement, il faut comprendre déjà que l'environnement où il y a un peu de poussière est nettoyé. Garder l'environnement sain, c'est le b.a.-ba pour que l'enfant soit prévenu, puisse être, comment dire, préservé contre cette affection. Oui, c'est très important. Hein. Mais est-ce que vous pensez qu'en dehors de l'hygiène qui doit entourer le cadre de vie de l'enfant, il y a d'autres précautions à prendre pour prévenir justement la grippe au niveau des enfants, surtout tel que vous l'avez dit, c'est une maladie pratiquement saisonnière. On sait qu'au mois de juillet, d'août, il y a la poussière, donc beaucoup d'enfants en souffrent. Est-ce qu'en dehors des conditions hygiéniques, il y a des dispositions à prendre? Est-ce qu'il y a des médicaments, par exemple, à prendre pour anticiper? Pour les médicaments, je pense que les médecins pourront le donner. Moi, je ne pourrais pas le donner. Mais je trouve que si c'est la période, c'est mieux d'amener son enfant voir un pédiatre pour faire un bilan de santé, voir l'état de l'enfant et demander les conseils au médecin. Là, il vous accompagne cette période déjà et
votre enfant est à l'abri parce que la grippe, quand ça commence, la maman ne dort pas. Et ça fait beaucoup de dépenses également. Vous achetez plein de médicaments parce que et vous vous inquiétez ça, c'est plus. vrai. Du coup, l'idéal, c'est... Déjà, on est dans le mois d'août. L'important, c'est d'amener l'enfant voir le pédiatre qui puisse vous dire ce qu'il faut faire pour éviter cette maladie. Donc, il ne faut jamais aller à l'automédication. C'est très dangereux, surtout pour les enfants. Oui. C'est grave, ça c'est très grave pour les enfants si on va à l'automédication. Même quand vous sentez que l'enfant a déjà la grippe ou un petit rhume, amenez-le voir le médecin, le pédiatre. Même si le pédiatre, vous trouvez que c'est la spécialité, c'est trop cher, allez vers un médecin généraliste, demandez-lui conseil. Il pourra vous aider. C'est mieux pour les enfants parce que les enfants, il ne faut pas très tôt qu'on les amène à faire des maladies que les grands peuvent déjà faire. Mais vous savez, les enfants, ils s'amusent beaucoup. Nous sommes en période de vacances où les enfants vont au cours de vacances actuellement. Ils peuvent rapidement revenir à la maison avec cette grippe. Est-ce qu'il y a des sensibilisations à faire au niveau des enfants, puisque c'est une maladie contagieuse? Justement, est-ce qu'il faut éviter ceux qui en souffrent? Comment faire? Généralement, il y a certaines écoles, quand l'enfant déjà commence par éternuer, on lui dit déjà reste à la maison ou on envoie un petit papier aux parents. Moi, par exemple, dans l'école de mon enfant, c'est ce qui se fait. Dès que l'enfant commence par chauffer, on envoie l'enfant à la maison pour qu'il puisse suivre ses soins. On ne le met pas dans un milieu où il pourra contaminer les autres. Non seulement ça, également, vous savez, même à l'école, on demande aux enfants de balayer. Que déjà les enseignants donnent aux enfants des cache-nez pour se protéger. Et quand l'enfant balaie, soit il arrose le sol ou carrément qu'il soit seul dans la salle pour balayer parce que c'est lui qui se couvre. Les autres ne sont pas couverts le nez. Donc les autres restent un peu éloignés pendant que l'autre assainit la salle. Et après ça, vous pouvez entrer. Mais laissez un moment où la poussière n'est pas dans la salle pour qu'ils puissent tous rester dans un environnement seul. Les enfants, ils balaient les salles de classe sans cache-nez. Sans cache-nez. Sans rien du tout. La première mesure, c'est le cache-nez. Se protéger, même si ce n'est pas un cache-nez, un paille pour se couvrir, un mouchoir pour se couvrir le nez. Et après avoir nettoyé le sol, se laver les mains parce que la poussière reste toujours. Et il suffit d'un simple geste du nez pour que le virus rentre en vous et puis c'est fini. Donc du coup, il faut toujours se protéger et puis se laver les mains. C'est se laver les mains, ça et permet d'éliminer rapidement les virus qui s'étaient entre-temps installés. Pas que les virus, les microbes. Les microbes également, ah oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'utiliser par exemple le citron ou là, vous venez à la suite de notre... Justement, parce qu'on en a entendu parler. C'est des astuces qu'on utilise à la maison. Ça marche, non? Ça marche. Même pour l'adulte, ça marche, mais... Seuls les spécialistes nous diront que si c'est ce qu'il faut faire ou quelle quantité. Justement, le problème, c'est la quantité. Parce que quand on nous dit d'utiliser le citron, parfois on en abuse. Parce que quand on dit que ça ne se calme pas, je parie qu'une maman ira prendre même 3 citrons et du miel. Mais peut-être ce n'est pas la dose qu'il faut. Parce qu'elle veut que son enfant soit rapidement guéri. Automatiquement. Du coup, vaut mieux voir même... C'est pas dire voir un médecin, qu'est-ce que je peux, est-ce qu'avant d'aller à l'hôpital, je peux faire un petit citron à mon enfant, mais quelle dose j'utilise? Je prends combien de citrons, combien de cuillerées de miel? Voilà, il faut savoir le b.a.-ba. Il ne faut pas juste donner aux enfants parce qu'on sait que ça va les aider. D'accord. Voilà, donc, astuces de grand-mère, on en a tellement, mais il faut se référer aux bonnes personnes pour les utiliser. D'accord, merci Yasmine Damata. Puisque nous tendons vers la fin de cet entretien, vous allez nous rappeler rapidement quelques petites règles à observer pour justement prévenir cette affection au niveau des enfants, surtout que nous sommes dans la période où il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de la grippe. Donc, à nos téléspectateurs, je rappelle juste que pour vos enfants, déjà nettoyez votre environnement, gardez votre environnement sain en balayant souvent votre cour, votre maison. Et toutefois, avant de balayer, protégez le nez. Après avoir nettoyé votre maison, lavez-vous les mains correctement avant d'aller vers votre enfant. Dans le même cas, changez plus souvent les tenues de vos enfants. Et je crois qu'avec ça, tout ira mieux pour nos enfants. Tout ira mieux pour nos enfants. Merci à vous, Yasmine Damata. Nous n'avons pas eu notre médecin ce soir. Mais il sera là très prochainement. Oui, il sera là très bientôt. Vous l'avez valablement représenté. Merci. Merci à vous. Et puis, mesdames et messieurs, le grand rendez-vous de ce soir tire à sa fin. Nous allons marquer une pause pour découvrir à nouveau les merveilles de notre pays, le Bénin. Bienvenue au Bénin. Paysages verdoyants, relief multiforme, faune et parcs naturels, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur.
Vestiges et reliques d'une histoire séculaire. Brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Voilà, c'est la fin de cette émission, le grand rendez-vous de ce soir. Nous avons parlé de l'opportunité, des opportunités qu'offre justement l'agriculture intégrée. Vous avez suivi notre invité qui en a parlé. Nous avons levé également un coin de voile avec notre invité sur l'expert comptable. Que fait-il au sein d'une entreprise? Comment devenir expert comptable? Eh bien, il nous a donné quelques informations à ces questions. Nous avons aussi parlé de la grippe chez les enfants. La période n'est pas très bonne pour les enfants qui en souffrent ces temps-ci. Il y a des règles à observer justement pour les prémunir de cette affection. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette émission de ce soir. Merci de l'avoir suivi. On vous retrouve demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir.